Bonjour à tous, je m'appelle Louise Demestre et je vais vous présenter une analyse biomécanique de l'impulsion finale d'un plongeur élite sur tremplin. Donc, quand on s'intéresse aux plongeurs sur tremplin, on se rend très vite compte que la performance est directement le fruit d'une interaction entre d'une part l'athlète et d'autre part le plongeoir. Et il est connu dans la littérature qu'on peut optimiser la synchronisation temporelle entre le plongeur et le plongeoir dans un but d'amélioration de la performance. Il faut savoir également que quand on parle de plongeon, on peut en fait parler de deux disciplines différentes. D'une part, on peut parler du plongeon sur plateforme, lors duquel le plongeur va s'élancer d'une plateforme rigide en béton. Et d'autre part, on va trouver le plongeon sur tremplin, où là, le plongeur va s'élancer d'une structure qui va se déformer au cours du temps. Et donc, dans le cadre de l'étude d'aujourd'hui, je vous présente uniquement des études qui portent sur le plongeon sur tremplin. Donc, qu'est-ce que la performance en plongeon sur tremplin C'est une discipline qui est évaluée par des juges, et le score donné par les juges va être multiplié par un coefficient de difficulté qui, lui, va dépendre en fait des caractéristiques du plongeon dans le but d'obtenir la note finale qui, elle, va évaluer le plongeon. Donc, comme je l'ai dit, le coefficient de difficulté, lui, il dépend des caractéristiques du plongeon et le score des juges, lui, il va dépendre de tout un tas de critères comme, par exemple, la position de départ, la trajectoire ou l'arrivée dans l'eau. L'idée de ma thèse, c'était justement de comprendre comment cette interaction plongeur-plongeoir peut influer sur tous ces critères mécaniques et biomécaniques qui sont à l'origine de la performance. Donc, dans le cadre de l'étude d'aujourd'hui, je vous présente un type de plongeon en particulier, qui sont les plongeons avant. Donc, le plongeur va partir de l'origine du plongeoir et va commencer à marcher jusqu'à son extrémité, dans une phase qu'on appelle l'approche ou l'appel, qui va se finaliser par un saut qu'on appelle le hurdle. Et à la réception de ce saut, on va initier l'impulsion finale par une reprise de contact qu'on appelle le touchdown. On va ensuite atteindre la flèche maximale du plongeoir, et dans la phase de rappel, le plongeur va décoller du plongeoir par une rotation avant pour initier sa phase de vol. Donc dans l'étude d'aujourd'hui, je vous présente uniquement une étude qui s'intéresse à l'impulsion finale, et on va se poser justement des questions sur la synchronisation temporelle entre le plongeur et le plongeoir, notamment au niveau de sa prise d'élan. Et pour avoir une image de cette prise d'élan, on va s'intéresser à la cinématique et à la dynamique du genou. Pour répondre à cet enjeu, on s'est basé sur des données de capture de mouvement. Donc on a équipé un plongeur élite de 36 marqueurs réfléchissants et on lui a demandé de faire 9 plongeons avant de 3 accents de difficulté différents. Donc pour chaque type de plongeon, il y avait 3 itérations identiques. Et on a également équipé le plongeoir de 51 marqueurs réfléchissants et on a déplacé donc 18 caméras dans la fosse à plongeon de l'INSEP pour faire une acquisition à 200 Hz. Pour avoir une image de la performance, on a demandé à une plongeuse expérimentée d'observer les plongeons et de les classer entre eux pour les itérations identiques et de faire des commentaires quand elle le jugeait nécessaire. Donc, on a utilisé ces données de mouvement pour nourrir ce qu'on appelle un modèle d'interaction qui va nous permettre d'avoir des quantités biomécaniques et mécaniques. Donc, comment est construit ce modèle d'interaction ? Il utilise dans un premier temps les données de capture de mouvement du plongeur qu'on va passer dans une toolbox MATLAB qui s'appelle Custom, qui est dédiée à la modélisation musculo-squelettique, qui va nous permettre dans un premier temps d'obtenir un modèle spécifique au sujet, un modèle polyarticulé. Et on va faire dans un premier temps une étape dite de cinématique inverse qui va nous permettre de remonter aux coordonnées articulaires. Et ensuite, on va faire une étape dite de dynamique inverse qui, elle, va nous permettre de remonter aux couples articulaires. Sauf qu'en fait, pour obtenir les couples articulaires, on a besoin de résoudre l'équilibre dynamique du sujet. Et donc pour ça, on a besoin de connaître les efforts qui s'appliquent sous ses pieds. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette présentation, mais en fait, ça nous a amené à développer une méthode qui va permettre de prédire les efforts d'interaction entre le plongeur et le plongeur au niveau de la zone de contact, donc sous les pieds du plongeur et sur la surface supérieure du plongeur. On a utilisé à partir de ce modèle-là les données suivantes pour répondre à l'objectif de l'étude. Donc on a utilisé les données de capture de mouvement du plongeoir pour obtenir sa flèche maximale. On a utilisé la méthode de prédiction des efforts d'interaction pour repérer les instants de prise et de perte de contact entre le plongeur et le plongeoir. On a utilisé les résultats issus de la cinématique inverse pour s'intéresser à la cinématique du genou. Donc, dans notre modèle, c'est un genou avec 1 degré de liberté, c'est une pivot. Et on va considérer que son angle est de 0 degré quand la jambe est tendue et de 180 degrés lorsqu'elle est ramenée derrière la cuisse. Et enfin, on a utilisé les données de dynamique inverse pour obtenir, donc avec le même modèle de genou, le couple qu'on va considérer positif quand il est extenseur et négatif quand il est fléchisseur.
Donc voilà un peu les résultats que ça donne. Donc là, je vous présente les résultats pour les 9 plongeons, donc 3 plongeons de chaque type. Et ils partent en fait du touchdown et ils se terminent au moment du décollage. Et donc la ligne noire verticale que j'ai fait apparaître au milieu représente l'instant de la flèche maximale du plongeoir. Donc pour une même ligne, on a 3 itérations d'un même plongeon. Et quand on passe d'une ligne à l'autre, en fait, on a un plongeon qui, en descendant, est de plus en plus difficile. Donc, dans un premier temps, quand on a une vue d'ensemble de ces résultats cinématiques, on se rend compte qu'il semble y avoir une symétrie entre le genou droit et le genou gauche, qui sont représentés distinctement en rouge et en bleu, qui semble cohérent en fait, avec des études dans la littérature qui considèrent souvent l'hypothèse d'un mouvement plan dans le plan sagittal du sujet. Ensuite, si on regarde l'évolution au cours du temps de cet angle articulaire, on se rend compte qu'à chaque fois, pour l'ensemble des plongeons, le plongeur commence avec un genou en flexion. Ensuite, on a une phase d'extension plutôt constante qui arrive jusqu'à environ la flèche maximale du plongeoir. Et ensuite, on va avoir une augmentation de cette extension jusqu'au décollage du plongeur. On s'est donc posé des questions de synchronisation temporelle basées sur la cinématique du genou. Donc pour ça, on a calculé la durée entre la flexion maximale du genou et la flèche maximale du plongeoir pour l'ensemble des plongeons. Et en fait, on a eu une durée qui est très similaire pour l'ensemble des plongeons. De plus, quand on s'intéresse à la qualité du plongeon, donc grâce au classement qu'on a récolté, il ne semble pas y avoir de tendance entre cette durée et la qualité du plongeon, donc ça ne semble pas être un critère de performance. On a fait une démarche similaire pour la dynamique du genou. Donc là, en termes de symétrie droite-gauche, on a une observation qui est différente, notamment pour les 3 plongeons encadrés. On voit qu'il y a clairement une différence notable entre le genou droit et le genou gauche, qui semble être donc une limitation pour toutes les études de plan qui sont faites pour l'étude de l'impulsion du plongeur. Ensuite, si on regarde le déroulé du plongeon, donc là on voit en fait qu'on a un couple d'extension au moment de la prise de contact avec le plongeoir alors que le plongeur est en flexion. Donc ça veut dire en fait que le plongeur a une flexion qui est due à la prise de contact avec le plongeoir et qu'en fait il émet un couple résistif qui va essayer de lutter contre cette flexion. Ensuite, on observe un couple qui va donc augmenter ou rester à peu près constant, qui va diminuer ou rester à peu près constant, et sur une courte période, et ensuite jusqu'à à peu près la flèche maximale du plongeoir, le couple va augmenter pour rediminuer par la suite. Donc là, en termes de synchronisation temporelle, on s'est intéressé justement à la durée entre la flèche maximale du plongeoir et le couple maximal. On s'est rendu compte que cette durée avait tendance à augmenter avec la difficulté du plongeon. Et lorsqu'on s'intéresse à la qualité du plongeon, là, par contre, on ne semble pas remarquer de corrélation entre la qualité du plongeon et cette durée. Donc, cette durée ne semble pas non plus être un critère de la performance. Donc, pour conclure, on a développé une méthode d'analyse biomécanique de l'interaction plongeur-plongeoir qui se base sur des données de capture de mouvement et sur un modèle d'interaction et qui permet notamment de faire des études de la synchronisation temporelle. Ça nous a permis de rediscuter l'hypothèse de symétrie entre les membres droite et gauche qui semblent respectés pour la cinématique mais pas pour la dynamique. Ça nous a permis d'étudier certains critères de performance, certaines quantités et de réussir à déterminer si c'était ou non des critères de la performance. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Et enfin, on a fait donc une étude de la synchronisation temporelle où on a permis de montrer que la durée entre le couple maximal du genou et la flèche maximale du plongeoir semblait corrélée avec la difficulté du plongeon. Donc, pour conclure, il faudrait quand même réaliser une étude avec plus d'essais. Ça permettrait de faire une réelle étude statistique et pas de juste dégager des tendances. Et on pourrait très bien imaginer appliquer cette étude à différents types de plongeons. Enfin, ça serait intéressant d'avoir plus de sujets. Ça permettrait de pouvoir faire déjà plusieurs études de cas et en plus après de pouvoir faire des analyses intersujets pour comparer les différentes techniques de tous les plongeurs. Et pour finir, on pourrait très bien imaginer utiliser cette même démarche appliquée à d'autres articulations ou même à d'autres phases du plongeon pour répondre à d'autres questionnements sur l'amélioration de la performance en plonge sur tremplin. Je vous remercie pour votre attention.